Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Un homme arrêté à Marseille pour des photos de quenelle devant l'école juive Or Torah. La Grande Guerre 1914-2014, c'est le lancement officiel de la commémoration du centenaire aujourd'hui. Et enfin, Claude Onesta, l'homme fort du handball, l'entraîneur superstar, en interview en fin de journal. Aujourd'hui, un homme qui se surnomme Joe Le Corbeau sur Twitter a été interpellé à Marseille. Il est soupçonné d'être responsable de la diffusion d'une photo d'un homme faisant une quenelle devant l'école toulousaine Or Torah où le terroriste Mera a tué 3 enfants et un père de famille en 2012. Le CRIF, le Conseil représentatif des instances juives de France, se félicite de cette arrestation mais reste inquiet sur un climat général. Parce que depuis ce qui s'est passé il y a 2 ans, on est dans un nouveau monde. Il y a déjà des avertisseurs qui étaient déjà mis en place avec l'affaire Halimi. Il y a des avertisseurs qui nous ont permis de montrer qu'il y avait de l'antisémitisme en France depuis les années 2000. Et effectivement, le combat aujourd'hui n'est plus un combat de la communauté juive, c'est le combat de la France, c'est le combat des citoyens français. Il y a une face sombre aujourd'hui d'Internet. Les gens sont épris de liberté, c'est une bonne chose de voir la liberté, mais il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Il y a des règles de droit, il faut faire appliquer ces règles de droit, il y a des diffamations. Lorsque aujourd'hui on s'aperçoit que l'on peut chanter Shoah comme ça, faire des quenelles et dans une manifestation dire la France n'est pas aux Juifs, effectivement on se rend compte qu'il y a un réel problème. Et quand vous regardez les informations, quand vous regardez les réseaux sociaux, on sent bien aujourd'hui qu'il y a un malaise, il y a un retour vers les haines antisémites, on se retrouve comme dans les années 40, il y a des journaux aujourd'hui qui s'affichent clairement antisémites, il y a des réseaux sociaux qui sont clairement antisémites, et si on ne stoppe pas le mécanisme maintenant, on va droit à la catastrophe dans les valeurs républicaines. Mais c'est d'abord une honte, pas parce qu'on est juif, c'est une honte pour la France, c'est une honte pour les citoyens français, c'est une honte pour nous tous. Pourquoi? Parce que si on laisse faire ça, si on continue à aller de l'avant comme ça, dans cette montée de la haine antisémite, dans cette montée de la haine raciale, où va-t-on s'arrêter? Faut-il rappeler déjà les heures sombres de l'histoire il y a quelques années? On en sait un peu plus sur les 2 jeunes Toulousains partis combattre en Syrie aux côtés des djihadistes. Ils sont rentrés dans la ville rose depuis hier pour l'un et ce matin pour celui que l'on appelle Hakim, nom d'emprunt. Ils ont donc utilisé la carte bancaire de l'un des parents pour acheter des billets sur Turkish Airlines. Ils auraient été accueillis par un 3e homme sur place que les autorités turques surveillaient déjà de près. Le 7 janvier dernier, la police turque a tenté en vain d'intercepter le petit groupe. Les 2 jeunes mineurs toulousains ne sont pas des cas isolés. Au ministère de l'Intérieur, on parle de 250 Français qui ont migré pour combattre en Syrie. C'est aujourd'hui que l'on ouvre les commémorations officielles régionales liées au centenaire de la guerre 14-18. Le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif, est à Toulouse depuis quelques jours pour l'occasion. En lien avec cet événement, la mission centenaire était dans la ville rose. Elle organisait aujourd'hui à la Cinémathèque de Toulouse un colloque en direction des enseignants afin qu'ils transmettent au mieux l'histoire de la Grande Guerre 14-18, un traumatisme local, national et international. François Guinle. 14-18, c'est 9 millions de morts et plus de 20 millions de blessés et des conséquences géopolitiques qui ont donné naissance à l'Europe actuelle. Le centenaire des commémorations en Midi-Pyrénées est piloté par Kader Arif, ministre délégué aux anciens combattants. L'objectif des commémorations est double, transmettre et toucher le plus grand nombre, et s'est exprimé dans Carré VIP sur notre antenne. L'horreur n'est jamais loin, la barbarie ne doit pas être oubliée et que cette transmission est indispensable d'être portée par toutes les générations. J'ai envie que ça soit et que ça touche le plus grand nombre de nos concitoyens. Les classes sociales qui parfois ne s'y intéressent pas, des classes populaires dont on dit qu'elles en sont éloignées. Mais en même temps, on a fait un sondage au ministère de la Défense, 85% de nos concitoyens sont intéressés par ce cycle mémoriel. Sensibiliser le plus grand nombre, c'est le rôle de la mission centenaire dirigée par l'historien Joseph Zimet. La mission a fait étape à Toulouse pendant 2 jours, loin de Verdun ou de la Somme, pour mieux souligner que ce conflit reste ancré dans l'esprit de toutes les familles françaises. La Grande Guerre, la mémoire de la Première Guerre mondiale est une mémoire sociale. C'est une mémoire familiale, une mémoire territoriale. Dans chaque village, il y a un monument aux morts. Dans chaque famille, il y a un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait la guerre, a été blessé ou a été tué. Toulouse, c'est une étape importante aujourd'hui. Nous voulions une région de l'arrière pour montrer
montrer que la Grande Guerre, ce n'est pas seulement Verdun ou le Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, dans ces régions, il y a une très vive mobilisation, mais nous voulons aussi bien souligner la dimension nationale du centenaire, souligner que toutes les régions, tous les territoires peuvent s'approprier le centenaire, travailler sur la mémoire, la vie quotidienne à l'arrière, les transformations, les bouleversements sociaux. La mission Centenaire a animé pendant 2 jours un colloque à la Cinémathèque pour les enseignants afin de les préparer à transmettre aux étudiants pendant les 4 années à venir. La mission, c'est aussi le portail centenaire.org pour tout savoir sur les commémorations en France et en région, avec déjà plus de 1000 projets inscrits à l'agenda. Et vous retrouverez l'intégralité de l'interview de Kader Arif dans Carré VIP, diffusé jeudi 30 janvier sur TLT à 19h25. Le Front de gauche toulousain ouvrait en fin de semaine dernière son local de campagne pour les municipales. Le groupe mené par Jean-Christophe Célin et Myriam Martin s'est installé rue de la République dans le quartier Saint-Cyprien. Un Front de gauche crédité lors du dernier sondage BVA Le Parisien de 5% au premier tour, mais qui n'a pas réussi à faire l'union ni avec le PCF ni avec les Verts. Le Front de gauche à Toulouse avait atteint les 16% lors du premier tour des présidentielles. Une dynamique qui risque de se fissurer pour les municipales 2014, les communistes ne faisant plus partie du Front de gauche. On n'en veut pas aux militants communistes. Il y a un mauvais choix de la direction qui brouille les cartes aujourd'hui, alors que la population et les salariés ont besoin d'avoir un débouché politique clair, de résistance. Et aujourd'hui, dire qu'au niveau national, on combat les politiques d'austérité et qu'on s'allie avec l'ami de François Hollande au niveau local, c'est pas cohérent. Et c'est nous qui allons porter cette cohérence. Dans le programme du Front de gauche, il y a la transition énergétique, une mesure partagée depuis longtemps avec les Verts. Mais là encore, l'union n'a pas été possible. On regrette qu'Europe Écologie Les Verts, bien qu'ayant discuté plusieurs mois avec nous, ait choisi l'autonomie, alors qu'on avait beaucoup de convergences. On sait aussi qu'il y a des listes de quartiers qui vont se monter avec le NPA, etc. On pense qu'aujourd'hui, il faut un vote utile pour résister et pour agir. Et ce vote utile pour résister et pour agir, c'est le vote à Toulouse, place au peuple, avec le Front de gauche. Le Front de gauche pourrait s'allier au second tour avec le maire sortant, mais sous 3 conditions. C'est la question de la multiplication des transports et des transports gratuits. C'est la question de la régie publique de l'eau et de l'assainissement, parce que malheureusement, ces 30 dernières années, la ville de Toulouse a été livrée aux multinationales, aussi bien à Veolia qu'à Vinci et à Deco sur les vélos. Et il y a la question du logement, où il faut qu'il y ait une politique beaucoup plus sociale en matière de logement. Et il faut surtout appliquer la loi de réquisition par rapport aux 2000 logements publics vides et institutionnels pour les mal logés. Et quand je dis les mal logés, c'est une partie importante des salariés, des précaires et des étudiants aussi. Le Front de gauche organisera un meeting le samedi 8 février, une soirée appelée politico-festive, et la venue de Jean-Luc Mélenchon est attendue entre les 17 et les 21 mars prochains. À noter que Pierre Lacaze du Parti communiste toulousain, dans un communiqué adressé à la presse, a souligné qu'il n'y a pas de liste de Front de gauche lorsqu'une des composantes au moins est en désaccord. Sur Toulouse, ajoute-t-il, ni le PCF, ni la gauche unitaire, ni République et Socialisme ne soutiennent la liste de Célin. Depuis 3 jours, le journal toulousain est dans la tourmente suite aux malversations judiciaires présumées de son directeur, Martial Layani. Il serait impliqué dans une fraude pyramidale avec détournement de fonds. Les salariés de son hebdomadaire se désolidarisent vivement de la direction. Ils sont sous le choc. Marlène Canal a interrogé leur avocat. Les salariés, de façon très claire, ont voulu bien montrer que, encore une fois, hormis l'aspect organique, le côté pénal dépendait des conseils de M. Layani et que pour eux, encore une fois, dans un premier temps, ils veulent se battre autour de leur outil de travail. Le journal doit normalement paraître aujourd'hui ou demain ou après-demain, et le souci pour eux maintenant, c'est de savoir si véritablement le journal pourra être imprimé. Il n'y a qu'une seule personne dans cette entreprise qui puisse signer les chèques, c'est le chef d'entreprise. Donc la situation de M. Layani va être primordiale, d'une part parce qu'en fonction de ce qui sera décidé à Bordeaux par rapport à la procédure pénale qui est en cours, M. Layani pourra revenir à la gestion ou ne pourra pas revenir à la gestion de son entreprise. Et si c'est ce dernier cas qui se vérifie, il faudra bien que un organisme du tribunal de commerce mandate un administrateur pour prendre en charge la gestion de l'entreprise. Est-ce qu'il y a de l'argent du journal qui a été détourné ou pas ?
les salariés ne sont pas du tout au courant de la façon dont était gérée cette entreprise et ces entreprises. Donc savoir exactement, non, ça c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Et on devrait apprendre demain, donc, si Martial Layani peut continuer ou non à gérer le journal toulousain. Diane 35, ce médicament anti-acnéique, largement utilisé comme pilule contraceptive, est revenu sur le marché à la mi-janvier. Explication avec Marlène Canal. Le médicament Diane 35 retrouve ses fonctions initiales d'anti-acnéique et ce n'est qu'à cette condition et qu'en traitement de seconde intention qu'il ne devra être désormais prescrit par les médecins. Les patientes qui ont des problèmes d'hirsutisme, d'acné, de perte de cheveux, de séborrhée, la peau grasse, prendront un premier traitement et si ça ne marche pas, eh bien à ce moment-là, elles pourront éventuellement prendre Diane 35 dont l'effet secondaire sera contraceptif. Et qui, comme tout contraceptif, comporte des risques. J'ai prescrit beaucoup Diane 35 à titre de contraception pendant des années sans avoir d'accident grave. Mais ça peut arriver un jour, ça peut arriver de manière inaugurale. Il convient simplement de vérifier avant une prescription de pilule qu'il n'y a pas un terrain à risque et de répéter aux patientes les contre-indications, en particulier le tabac et les maladies cardiovasculaires familiales. Si on prend bien en compte ces contre-indications, le risque de Diane 35 comme le risque d'autres médicaments comme le risque des pilules de 3e et 4e génération est un risque faible. C'est en mai dernier que Diane 35 et ses génériques étaient retirés du marché, l'Agence nationale du médicament estimant que 4 décès étaient imputables à une thrombose veineuse liée à Diane 35. La Commission européenne estime alors que le bénéfice-risque du médicament reste favorable et impose à la France une remise sur le marché moins d'un an après. Réintroduire ce Diane 35 aujourd'hui, un an environ après l'avoir retiré brutalement et bruyamment du marché, dans ces conditions, c'est effectivement beaucoup de bruit pour rien. Et plus globalement, le bruit qui a été fait concernant les dangers des pilules contraceptives, même s'il a le mérite de rappeler que la pilule est un médicament, a été un peu mal orchestré. En 2012, 300 000 femmes prenaient Diane 35 et depuis l'interdiction, elles étaient nombreuses à l'acheter dans d'autres pays d'Europe sans l'avouer à leur médecin. Claude Onesta, le grand homme du handball toulousain et européen qui a fait gagner par son coaching l'équipe de France, revenait à Toulouse aujourd'hui. Il y a même quelques minutes, Alain Sorat et Jérôme Bollock lui ont évidemment posé 1000 questions sur ce match et sur l'après-match. Bonsoir Claude Onesta. Alors 48 heures après cette formidable victoire contre le Danemark, dans quel état d'esprit déjà vous vous trouvez? Fatigué. Fatigué parce que les fins de compétition sont déjà terriblement éprouvantes et ce qui suit en règle générale, ça ne régénère pas son homme. Donc voilà, content de rentrer à la maison, content de pouvoir passer à autre chose, mais bon, bien sûr avec une grande satisfaction. Comment vous l'avez vécu ce match? Parce qu'on a vu, vous avez dominé dès les premières minutes. Au bout de 20 minutes, vous aviez 10 points d'avance. Comment on vit un match comme ça qui paraissait facile tellement vous dominiez ce match? Écoutez, c'est un peu inattendu parce qu'on n'imagine pas, bien sûr, surtout dans le contexte qui était celui de cette finale, le Danemark qui est sûrement actuellement l'équipe la plus régulière et la meilleure au monde, qui jouait chez elle devant 15 000 supporters. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé une seconde que ça puisse se dérouler comme ça. Donc au début on est un peu incrédule, on se dit que ça ne va pas durer. Et progressivement on se dit que peut-être ça va durer. Et après, on est juste inquiet et on veille à ce qu'on n'offre pas à l'adversaire l'opportunité de revenir. Donc voilà. Puis après, on regarde l'horloge tourner et on se dit que ça serait bien qu'elle accélère un peu. J'imagine que le coaching au moment de la mi-temps est très important pour dire aux joueurs il faut continuer à y aller, il ne faut pas s'endormir, on n'a pas encore gagné. Oui, je crois qu'il fallait
C'est vrai qu'on avait 7 buts d'écart à la mi-temps, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas suffisant si véritablement on se met à déjouer et si l'adversaire retrouve de la confiance et revient au score. Donc il fallait être capable de tenir une dizaine de minutes encore pour les empêcher d'y croire et faire que progressivement ils renoncent. Donc, je crois que c'est ce qu'on a fait, puisqu'au bout de 10 minutes on était passé de 7 à 9. Et ensuite il n'y a plus qu'à gérer la fin, je dirais, sans s'affoler et en se contentant d'utiliser les opportunités que vous propose l'adversaire. Parce que lui, il est obligé de faire vite, il est obligé de tout tenter, et il vous offre de nouvelles situations et de nouvelles occasions de continuer au score. Alors vous n'étiez pas favori au début de la compétition, j'imagine que c'est d'autant plus satisfaisant. Il y avait Thierry Omeyer qui était incertain, j'imagine que c'est d'autant plus satisfaisant avec également des nouveaux joueurs qui ont éclaté pendant cet Euro, type Valentin Porte. Bien sûr. Je crois qu'on était réellement dans le doute au départ. Maintenant, c'est vrai que les gens ont l'impression qu'on a fait un coup de bluff. Non, je pense qu'on était vraiment dans le doute parce qu'on avait des joueurs cadres qui étaient ou affectés ou incertains. On avait beaucoup de jeunes joueurs dont on ne sait jamais s'ils vont tirer profit de leur potentiel ou si au contraire ils vont se fragiliser au fur et à mesure de la compétition. Donc, je pense qu'on est parti prudemment, on s'est beaucoup mobilisé pour essayer de justement diminuer ses faiblesses. Et c'est vrai que de match en match, on a trouvé de plus en plus de confiance et on s'est renforcé jusqu'à devenir fort en fin de compétition et surtout avoir le plaisir de saisir l'opportunité qui nous était offerte d'inscrire une nouvelle page dans le livre d'or. Mais je crois que voilà, l'appétit est venu en mangeant. D'abord, on a essayé de se rassurer. Et puis, tout compte fait, on se dit, maintenant que c'est à portée de la main, on va essayer de l'attraper. Quel plaisir on a senti justement au niveau des joueurs dans cette finale, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu des gestes techniques d'une toute beauté. Enfin, on a le sentiment que vous êtes un peu les Brésiliens du hand aujourd'hui. Ouais, non, c'est vrai que ce match-là est assez abouti et de l'avis de grands spécialistes, certains disaient que c'était peut-être le match le plus abouti dans une finale de compétition internationale. Moi je sais pas parce que je l'ai pas vraiment bien vu, quoi. Quand on le vit sur le terrain, on n'est pas spectateur, on ne l'analyse pas, on est toujours en train d'essayer d'anticiper, de voir ce qui pourrait encore se dérégler. Donc voilà, maintenant de revenir au calme et prendre peut-être le plaisir de le regarder comme un spectateur. Mais je pense qu'effectivement c'était un match très bien maîtrisé, mais surtout joué avec beaucoup de qualité, beaucoup de talent et de génie. Et rappelons le palmarès, l'équipe française de hand a été 3 fois championne d'Europe, 4 fois championne du monde et 2 fois championne olympique. Autrement dit, en France et à Toulouse, tous les petits et les petites veulent faire du hand désormais. Et puis, dernière information, en fin de semaine, soit vendredi 31 janvier, samedi 1er février et dimanche 2 février, porte ouverte pour le Métronome. Le Métronome, c'est cette salle à borde rouge, salle de musique amplifiée. Les portes sont grandes ouvertes, c'est gratuit et vous pourrez assister à différents concerts. Demain, vous retrouverez Sophie Voinis. Merci d'avoir suivi ce journal.